Vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris. Jacques-Marie Lossian, bonjour, député La République En Marche des Hauts-de-Seine. À vos côtés, David Guiraud, bonjour, porte-parole de la France Insoumise. Et Laurent Neumann, notre arbitre, est là, éditorialiste politique BFM TV. D'abord, peut-être Céline Boulay-Espéronnier, est-ce que finalement c'était prévu? Est-ce que, comme le disait Valérie Pécresse hier, le président a joué au pyromane? Oui. Et puis, c'était pas une gaffe, hein. C'était une interview qui était très réfléchie. Il a choisi ses mots, il a relu l'interview. Donc, c'était à dessein. Il a envoyé un certain nombre de personnes dans la rue. Après, je voudrais quand même relativiser. Il y avait du monde, il faisait froid, il pleuvait. On peut pas nier qu'il y avait 100 000 personnes dans la rue, 18 000 à Paris. Mais il y a 60 millions de Français. Il y a quand même, je pense, eu hier 2 fois moins de personnes qu'au plus fort des contestations au mois d'août, je crois, à l'été. Cela dit, pour revenir sur ces propos, je trouve ça quelque peu irresponsable dans une France archipélisée où un certain nombre de personnes sont inquiètes. Je ne pense pas qu'il faille mettre de l'huile sur le feu. Et moi, je distinguerais 2 types de personnes dans les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui sont contre le pass vaccinal. Et ça, c'est encore 2 catégories différentes. Celles qui, depuis le départ, de toute façon, on peut rien, regardent les réseaux, regardent un certain nombre d'articles et de toute façon sont absolument contre la vaccination en considérant que le virus circule et que ça n'est pas bien grave. Et puis, il y a ceux sur lesquels je m'attarderai peut-être plus, qui, eux, estiment qu'il y a un vrai risque constitutionnel avec le pass vaccinal, le pass sanitaire, qui sont attentifs au fait qu'on ne restreigne pas trop les libertés fondamentales. Ceux-là, il faut les regarder, certainement pas les insulter, certainement pas de dire que ce ne sont pas des citoyens comme les autres. Ça me semble un peu irresponsable. Jacques-Marie Lossian, je pense avoir envie de vous répondre sur ce thème. Un peu plus. Irresponsable, et effectivement, est-ce que le président encourage le clivage et la fracture dans notre société? Écoutez, une fois de plus, on sort une phrase de son contexte. J'ai lu l'interview dans le journal Le Parisien. Le président répond à des soignants qui lui demandent, de faire la vaccination obligatoire. Il répond que ce n'est pas une bonne idée parce que quand on met une vaccination obligatoire, il faut des sanctions. Et à partir de là, des sanctions, souvent pénales ou pécuniaires, on ne va pas demander à quelqu'un qui gagne le SMIC de payer 1 000 € de sanctions. Premier point. Et deuxièmement, quand la personne revient sur le sujet, il leur dit « Bah oui, vous avez parfaitement raison, je lis, en démocratie, le pire ennemi, c'est le mensonge et la bêtise. » D'accord? Et il dit c'est une petite minorité qui est réfractaire, parce qu'en fait il y a 3 catégories. Il y a des réfractaires, il y a des hésitants et des gens qu'on n'a pas la possibilité d'aller vers. L'exégèse, on l'a faite. Je voudrais la conséquence, c'est les gens dans la rue. Excusez-moi, la conséquence, c'est 105 000 personnes dans la rue. Écoutez ce qu'a dit le président. Le président dit je ne suis pas pour emmerder les Français. Il le dit. Et il continue. Et il continue, il dit là, les non-vaccinés, par contre, j'ai envie de les emmerder, on va continuer à le faire, c'est la stratégie, on va pas les mettre en prison. Ça fait 105 000 personnes dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture? Écoutez, en même temps, vous avez 70 000 ou 80 000 personnes primo-vaccinées dans la semaine. Donc pour vous, c'est-à-dire plus que, on repart sur une dynamique de primo-vaccinés qui est supérieure à celle d'octobre. Donc moi je dis, alors, continuons. Le problème c'est pas ça. Le problème, je vous dis, c'est le mensonge et la bêtise. Or, la plupart des gens qui sont anti-vax véhiculent des messages bêtes et mensongers. David Guiraud, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé, vous, hier? Déjà, quand j'entends les représentants de La République En Marche parler, ça me fait rigoler. Vous dites le problème, c'est le mensonge. Mais vous venez de mentir, monsieur. Vous dites qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire. Vous mentez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé, monsieur Véran, qui a dit que, les confrères de Brut, que le pass vaccinal, je vais le citer, était une vaccination obligatoire déguisée. Donc pardon, vous mentez. Et puis surtout, moi je suis vacciné, mais je suis contre le pass vaccinal. Vous pouvez pas dire ça. Le pass vaccinal, monsieur, c'est un outil de dressage de la population. Déjà, ce qui est grave, c'est qu'on est en train de s'habituer à un dispositif dont on nous a dit qu'il empêcherait les contaminations, qui n'empêche pas les contaminations. Et moi, je n'accepte pas, si vous voulez, que la sanction liée à l'absence d'un rappel vaccinal, ce soit la mort sociale. Parce que c'est pas juste. C'est pas mesuré. Et je pense après 2 ans d'efforts, les Français ont le droit à une politique sanitaire équilibrée, juste, mesurée. Tout ça, c'est pas des blagues, parce qu'au fond, la question, c'est est-ce qu'on accepte que notre citoyenneté soit remise en cause aussi facilement? Qu'est-ce qui nous protège des abus? Je dis ça, attendez, parce que c'est important. L'INSERM, vous savez, l'Institut national de la sûreté et de la recherche médicale, a déclaré cette semaine, que la moitié quasiment des personnes non vaccinées n'étaient pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce qu'elles avaient des difficultés d'accès au vaccin. Est-ce qu'on va accepter que ces personnes soient déchues d'une partie de leurs droits, de leur espace de loisir et de bonheur, sous prétexte qu'il n'est pas accès à la... Si on accepte ça, on accepte... On fait tourner la parole.
Je vais vous dire, moi, le meilleur moyen de lutter contre ce que vous dites, c'est-à-dire une forme d'abus et de confiscation de liberté. C'est un vrai débat au Parlement. Et nous l'avons. Ce que je regrette, pardonnez-moi, cher monsieur le député, c'est que Macron a eu ses propos. D'ailleurs, il y a le choix des mots qui est important. Il n'est pas obligé d'employer des mots aussi triviaux, voire vulgaires, pour qualifier une situation. Parce qu'on répond à la violence par une certaine forme de violence verbale. Je la condamne. Mais c'est surtout qu'il a eu ces mots au moment du débat à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a eu une cacophonie, une hystérisation du débat dans la foulée. Maintenant que les choses sont un peu retombées, moi, j'appelle au calme. Et au Sénat, nous allons avoir un débat apaisé. Moi, personnellement, je vais certainement voter le texte, mais en l'ayant amendé. Et on a 3 amendements principaux sur lesquels on aura peut-être le temps de revenir. Et notamment... Le premier, le principal, le très important, c'est de dire, à partir du moment où il y a une restriction des libertés, mais que le virus circule moins, qu'il y a moins d'hospitalisation, de fait, le texte tombe. Ça, c'est un amendement qui va être voté au Sénat qui est très important. Donc, en fait, on est dans la mesure, mais on est quand même dans un contexte où le variant circule à vitesse grand V et il faut agir. Et il faut agir en responsabilité. Alors, d'abord, premièrement, il y a un problème de désinformation dangereux. Quand vous faites des émissions, et j'en ai suivi quelques-unes, où vous commencez par dire le variant Omicron est moins dangereux. Donc à ce moment-là, tout le monde se dit c'est pas la peine de faire autant d'efforts. Eh bien c'est idiot, c'est même très dangereux. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un variant qui est certes moins virulent, mais qui est 10 fois plus contagieux, à la fin, vous aurez beaucoup plus de monde en réanimation et à l'hôpital. Donc ne parlons pas d'un variant qui serait moins dangereux, parlons surtout d'un variant qui est beaucoup, beaucoup plus contagieux. Donc le danger pour l'hôpital, pour les réanimations et bien sûr après pour les décès, c'est bien sûr la contagiosité du virus, premièrement. Deuxièmement, en matière de débat démocratique, monsieur, j'ai écouté, j'ai supporté, d'accord, les arguments de vos collègues à l'Assemblée nationale, c'est insupportable. C'est insupportable. Parce que quand vous dites on met en danger les libertés, mais bien sûr qu'on met en danger les libertés, mais c'est pas nous qui mettons en danger les libertés, monsieur. C'est pas nous qui mettons en danger les libertés. Non, monsieur, c'est le virus. S'il n'y avait pas de virus, on n'en serait pas là. Je vous réponds. La réponse de David Guiraud. On n'en serait pas là. Le virus, il n'a pas décidé que là, on est le 9 janvier. S'il n'y avait pas un virus, on n'en serait pas là. La réponse de David Guiraud, parce qu'on va enchaîner sur les autres thèmes de la journée. Non, mais attendez, on est le 9 janvier, d'accord ? Dans 6 jours, c'est le 15 janvier. Dans 6 jours à la base, je suis d'accord avec vous. C'est pas le virus qui a décidé que dans 6 jours, ceux qui n'ont pas fait un rappel vaccinal soient condamnés à la mort sociale. D'accord ? C'est pas le virus qui a décidé ça. Ce n'est pas une mort sociale. Non, c'est une mort sociale. Vous n'avez plus le droit d'aller au resto, au ciné, etc. Si, c'est une mort sociale. Non, vous faites quoi quand vous faites pas ça ? Vous restez chez vous comme ça ? Non, ça marche pas comme ça, la vie, monsieur. Que dit non, je peux pas vous laisser dire ça. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de créer une société où tous les 4 mois, on va devoir courir comme des lapins sans tête, d'accord ? Comme des poulets sans tête. On va devoir courir comme ça parce que sur tous anti-Covid, il y a marqué dépêchez-vous. Si vous avez pas fait votre appel vaccinal, vous n'avez plus le droit d'aller au café, plus le droit au resto, plus le droit au ciné. Ça ne se fait pas, monsieur. Non, monsieur. C'est pas comme ça qu'on peut faire les choses. On peut faire en sorte de bien s'en sortir. Par exemple, monsieur, si vous vouliez être utile au pays, peut-être que vous seriez pris d'une manière, je raconte pas n'importe quoi, vous seriez pris d'une manière qu'il n'y ait pas 9000 classes fermées et 50 000 élèves contaminés rien qu'en une semaine parce que le ministre de l'Éducation a annoncé un protocole sanitaire la veille de la rentrée. Peut-être que si vous vouliez faire des choses utiles, on voit que le débat sera riche. Distribuer des masques. Attendez, je finis très rapidement. De distribuer des masques. Mais vous dites ça, mais vous avez rien à dire d'autre. Bien sûr que si. Le débat, il va se FP2, 90% de chute de la production cette année par rapport à l'année dernière. Mais vous mélangez cela, monsieur. On va pas pouvoir reprendre tous les thèmes, donc on va continuer à enchaîner. Le débat va se poursuivre au Sénat à partir de demain sur ce fameux pass vaccinal en grande sérénité. Au Parlement, chez l'émanation. Chez les sénateurs. L'autre actualité politique sur laquelle on a aussi envie de vous entendre ce matin, c'est évidemment ce coup dur pour Valérie Pécresse, puisque Guillaume Pelletier, député Les Républicains du Loir-et-Cher, annonce rejoindre Éric Zemmour. On l'écoute, c'était chez nos confrères d'Europe 1. J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. C'est le début d'une vague montante parce que, vous savez, c'est énormément d'adhérents Les Républicains qui veulent que ça change. Qui considèrent, et je vais y revenir, qui considèrent que celui qui est le plus proche de nos convictions, celui qui porte la stratégie la plus opérationnelle et celui qui est le plus courageux, c'est Éric Zemmour. Céline Boulay-Espéronnier, c'est un coup dur pour Valérie Pécresse, première défection. Pour moi, c'est pas une surprise. Je le connais bien, Guillaume Pelletier. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est brillant et qu'au demeurant, j'aime bien. Mais
On savait qu'il allait faire ça. Il en avait donné déjà des signes. Il dit que c'est le début d'une vague. On va voir s'il est suivi. Moi, je fais le pari que ce ne sera pas le cas. Il revient à ses premières amours. Il a pratiqué pas mal de tourisme électoral en allant d'un parti à un autre. Mais au moins, on peut lui reconnaître qu'il est fidèle à ses convictions. On verra s'il est suivi par d'autres élus. Moi, je pense que non. Pourquoi ? On a eu des débats très dignes depuis quelques semaines et quelques mois avec le Congrès et on a dégagé le champion que la droite attendait. On est prêt avec Valérie Pécresse qui a pris la tête de ce combat électoral avec des élections qui arrivent dans 3 mois. Par conséquent, je pense que ce sera un move isolé, le move de Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier sera porte-parole, l'un des porte-parole de Reconquête. Laurent Neumann, quelles conséquences politiques ? Alors, conséquent, d'abord, c'est une façon de reprendre un peu la main pour Éric Zemmour. C'est vrai que depuis quelques jours, on l'a vu à la faveur de cette campagne parallèle entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Marine Le Pen était en train de renvoyer à Éric Zemmour les mêmes arguments que lui-même envoyait à Marine Le Pen il y a quelques mois. En gros, elle disait... Il n'est pas prêt, il n'a aucun soutien et son projet d'union des droites n'a aucune chance d'aboutir. Avec ce premier aliment qui suit en réalité celui de Philippe de Villiers, et à mon avis les deux sont extrêmement liés, connaissant le parcours de Guillaume Pelletier, c'est une façon pour Éric Zemmour de dire « je peux me situer à équidistance entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse ». Or, souvenez-vous, au début de sa campagne, tout le monde avait constaté qu'il se situait à la droite de Marine Le Pen, notamment en tenant des propos que Marine Le Pen elle-même ne tenait plus sur l'islam ou même sur les questions de sécurité intérieure, en l'occurrence sur l'islam essentiellement. Là, c'est une façon pour Éric Zemmour de reprendre la main. Et puis, de l'autre côté, Valérie Pécresse, il va falloir qu'elle explique pourquoi il y a ce départ. Est-ce qu'il y en aura d'autres derrière ? À l'instant, Éric Ciotti vient de tweeter que Guillaume Pelletier commettait une faute lourde. Or, Guillaume Pelletier disait « Je lance un appel à toutes celles et tous ceux qui, au sein des Républicains, ont voté Éric Ciotti ». La réponse d'Éric Ciotti, c'est lui qui commet la faute lourde. Une seule candidate est capable de battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Donc l'hémorragie, est-ce qu'elle aura lieu ? Rien n'est moins sûr. David Guiraud, est-ce que c'est pour vous le symbole d'une forme de porosité entre ces 3 concurrents de droite aujourd'hui ? Oui, il y en a une forcément, mais bon, moi le mercato du racisme, si vous voulez, le casting c'est bien, mais ça serait bien qu'on se mette à parler des idées, quoi. Moi c'est ça qui m'intéresse, on est à 4 mois de l'élection, je pense que les Français ont le droit à un débat justement et à pas être coincés entre soit les castings, soit le Covid, parce que Emmanuel Macron cherche aussi à faire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, moi, par exemple, je fais un constat, c'est que le Covid nous a volé 2 ans de nos vies. 2 ans à être moins heureux, à moins pouvoir voir ses proches. Et qu'est-ce qu'on fait ? Collectivement, comment on organise la société pour redonner du temps aux gens ? Et moi, quand j'entends la plupart des candidats, que ce soit Zemmour, Pécresse, Macron, etc., nous dire qu'il faut augmenter le temps de travail, mais les Français, ils méritent de travailler moins. En fait, ils méritent de travailler moins dans la semaine, ils méritent de travailler moins dans la vie. On a le droit, ils ont le droit à ça. Ils ont charbonné dur, je veux dire, pendant 2 ans. On doit leur rendre ce temps de vie. Ça, c'est une proposition. La retraite à 60 ans, le fait d'aller vers les 32 heures dans la semaine, ça, c'est une proposition concrète. Après, chacun fait les siennes. Mais je pense qu'il faut aller vers là. Est-ce que vous dites finalement, cette droite empêtrée dans ces passages des uns ou des autres et un peu dans une situation complexe, que ça vous arrange ? Écoutez, premièrement, Guillaume Pelletier, franchement, c'est un non-événement. Premièrement. Deuxièmement, ça démontre malgré tout, malgré le fait que ce soit un non-événement, ça démontre que que Valérie Ciotti, c'est comme ça que je l'appelle moi, que Valérie Ciotti a un problème. Elle nous a annoncé la droite unie est de retour. Écoutez, moi je regarde au Parlement, à l'Assemblée nationale cette semaine, 1/3 des députés LR a voté pour, 1/3 a voté contre et 1/3 s'est abstenu. Alors qu'elle-même a dit qu'elle était pour le pass vaccinal. Je pense que les sénateurs qui sont la haute assemblée seront plus sages que les députés. Après, au moins je suis d'accord avec M. Guillaume sur un point. Oui, il y a un virus depuis 2 ans. Et ce virus, il nous emmerde. D'accord ? Bon. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est être responsable, et non pas irresponsable. Irresponsable, c'est le I de LFI. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place pour l'économie, pour les Français, tous les moyens possibles et imaginables pour que ça se passe le mieux possible. Premier moyen, la vaccination quand elle est disponible. Deuxième moyen, sur lequel en termes économiques, on voit aujourd'hui que la France, grâce à la politique que nous avons menée, est le pays qui a la plus forte croissance et le moins d'inflation. Là, vous êtes déjà dans la campagne. Merci beaucoup, avocat Delvieux, sur le plateau du live BFM.